référendum qui avait eu lieu en 2014. Les Écossais ont voté à 55% pour le non à l'époque, là, on s'en rappelle. Mais 8 ans plus tard, là, le débat sur la question n'a pas tari du tout. Hein. Au contraire, là, il n'a fait que s'enflammer, alors que la nation actuellement est potentiellement, comme tu disais Marco, là, aux portes d'un second référendum. Mais on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi, seulement 8 ans après, on est déjà aux portes d'un second référendum. Pourquoi l'enjeu n'était pas tombé en dormance, comme c'est arrivé au Québec après 80-95, où il a pris quelques années avant de retrouver des forces, puis après 95, il n'y en a jamais retrouvé pour l'instant. Pour faire ça, justement, il faut aller dans l'histoire longue de l'Écosse. Parce que l'Écosse, contrairement au Québec, a une histoire millénaire. Là, c'est sûr que oui, les Autochtones avant là, moi je parle de l'arrivée des colons occidentaux, là. Mais il y a une histoire millénaire à cette nation écossaise qui a déjà été indépendante. Et il y a vraiment, depuis environ 1000 ans, une espèce d'ambivalence dans l'histoire politique de l'Écosse. La question, c'est union avec l'Angleterre ou indépendance. Et ça a toujours été, là. ça a toujours été. Il y a une guerre d'indépendance d'Écosse parce que l'Écosse avait été un peu conquérie par l'Angleterre là, au 13e siècle. Donc, il y a eu une première guerre d'indépendance au 13e siècle et au 14e siècle, une deuxième au 14e siècle. Ensuite, l'Écosse avait été indépendante pendant un moment, jusqu'en 1707, où il y a eu les Acts of Union, pas celui qu'on a au Québec, là, un autre. Celui-là, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé le Royaume-Uni, donc le régime politique actuel. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a il a dissous, excusez-moi, le Parlement écossais et le Royaume écossais. Donc, tout a été transféré à Londres et l'Écosse est devenue une espèce de nation constitutive du Royaume-Uni. Mais ça n'a pas été accueilli bien par tout le monde. Il y a eu les rébellions jacobites, il y en a eu deux, en 1715 et en 1745, où la maison Stuart, ça c'est une ancienne famille royale écossaise, qui avait déjà régné même sur l'Angleterre pendant un moment, avait tenté de reprendre le trône britannique en vain. Hein. On sait que c'est la maison de Hanovre et ensuite la maison actuelle qui ont dirigé. On peut même remonter jusqu'à l'Empire romain là, pour trouver des traces de la différenciation écossaise. Je sais pas si c'est quoi les gars, le mur d'Adrien. J'en ai aucune idée. Je vais t'en Ouais, avec toi. transparent, oui. C'est un espèce de mur que les Romains avaient érigé entre l'an 122 et 126 de notre ère pour contrer les Pictes qui venaient d'Écosse. Et le mur est pratiquement à la frontière moderne actuelle entre l'Écosse et l'Angleterre. Donc, c'est assez intéressant. Ce mur-là, bien que c'était pas la nation écossaise à l'époque, bien sûr, les Pictes, là, c'est un symbole qui est assez prégnant dans la culture populaire écossaise aujourd'hui et ça symbolise vraiment leur différence. Mais on peut voir vraiment un changement significatif au niveau de l'Écosse, vraiment en 98, avec l'avènement, je pense, de Tony Blair au gouvernement britannique. C'est vraiment là qu'il y a un début de balbutiement au niveau des référendums possibles. Oui, dans le fond, en 97, dans le manifesto, là, comme on dit en Angleterre, là, au Royaume-Uni, excusez-moi, de Tony Blair, il avait promis un référendum en Écosse sur une dévolution. Parce qu'il faut comprendre que le Royaume-Uni, c'est un État unitaire et non un État fédéral comme le Canada. Donc, l'Écosse n'a pas d'existence dans la Constitution en tant que province ou n'a pas de parlement, ou etc., n'a pas de compétences non plus. Donc, il a fait un référendum pour vraiment donner des pouvoirs à un parlement qui allait créer. Le oui-oui là, a gagné ce référendum-là par une majorité écrasante. Donc, en 98, il y a eu le Scotland Act 1998 qui a permis l'avènement du Parlement écossais avec plusieurs compétences déléguées comme la santé, l'éducation, l'environnement ou la justice. Donc, une province, entre guillemets. Mais une province qui n'existe seulement parce que le Royaume-Uni veut qu'elle existe. Donc, c'est pas tant une province. Il faut dire que, tu sais, exemple, il n'y a pas la province qui s'appelle l'Angleterre. Ouais, c'est un peu différent, c'est un peu bizarre aussi. Il faut dire que, comparément ici au Québec, Canada, où il y a vraiment des compétences séparées, comment ça marche? On a créé le concept de compétences réservées. C'est des compétences qui sont réservées au Royaume-Uni. Ça veut dire que tout, sauf ces compétences-là, sont des compétences écossaises. Dans les compétences réservées, on peut penser à la défense nationale, à la télécommunication, là, comme ici. Diplomatie internationale aussi. Exactement. Puis, la monnaie. La monnaie. Toutes ces choses-là, toutes choses qui sont vraiment communes à l'Écosse et au reste du Royaume-Uni. Et surtout, ce qui nous intéresse en l'espèce, l'union de l'Écosse dans l'Angleterre et le Parlement du Royaume-Uni. Ce qui va être très important pour la suite. Ensuite, vraiment, pour en venir vraiment à la question plus actuelle, la situation en 2014, la montée du SNP, tu nous expliques un peu qu'est-ce que le SNP un peu, puis c'est quoi son impact politique? Le SNP, c'est un parti qui existe depuis bien longtemps là, en Écosse. C'est un peu, c'est une comparaison peut-être un peu boiteuse, là, mais c'est un peu l'équivalent du Parti québécois. Là. C'est le Scottish National Party.
C'est un parti nationaliste écossais. Puis il a tranquillement pris du poids dans la nouvelle arène politique écossaise là, depuis les années 90. Si bien qu'en 2007, il forma pour la première fois le gouvernement. Et en 2011, il remporta la seule majorité absolue de l'histoire du Parlement écossais sous sa forme actuelle. Il faudrait que le Parlement écossais marche avec un système électoral mixte compensatoire. Ce qui fait en sorte que les majorités absolues sont pratiquement impossibles. Donc c'était assez un fait incroyable. Ce qui a un peu placé le Royaume-Uni devant une obligation de négocier, là, de comprendre qu'il y avait une volonté claire. Ce qu'ils ont fait, le gouvernement britannique, c'est qu'en vertu de la section 30 du Scotland Act 1998, ils ont permis une espèce de permission spéciale permettant au Parlement écossais de faire une loi sur une matière qui était réservée. Ce qui a permis au Parlement écossais de faire une loi pour préparer un référendum, ce qui a permis la tenue du référendum en toute légalité, hors de tout doute. Bon, le nom a gagné ce référendum-là, comme on le sait, 55-45, le 18 septembre 2014. Je pourrais dire les motivations de la Grande-Bretagne d'accorder une permission spéciale. C'était quoi les motifs? Moi, selon mon analyse, il y a deux choses. Il y a probablement le fait que les résultats étaient irrécusables. Là. Il vient d'avoir une majorité absolue, le SNP, dans un système où il n'y a pas de majorité absolue, donc on n'avait pas le choix. Et il y a aussi vraiment un élan démocratique qui inspire le respect de la part de David Cameron, qui est un grand démocrate, et qui s'est dit, on va donner la chance aux gens de voter, puis s'ils votent oui, ben tant pis, mais lui, il disait, ils vont voter non, puis je vais gagner mon pari. À l'inverse de l'Espagne, je peux me permettre. À l'inverse de l'Espagne et à l'inverse du Canada depuis 95. Mais là, on pourrait dire, ça pourrait tomber à dormance, on a perdu. Mais non. Mais ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est unique. Hein. Au Québec, après 95, les sondages dans les mois et dans les années suivantes montraient le oui assez haut. Pourquoi? Ben, les gens étaient souvent surpris là, comme d'avoir été autant voté oui. Ce qui est arrivé en Écosse aussi en 2015-2016, là, dans les sondages, là, le camp du oui dépassait continuellement ses résultats de 2014. Même le SNP a eu des résultats excellents aux élections britanniques de 2015 et il a gardé sa majorité en 2016. Bon, il n'était plus absolu, mais il a quand même gardé sa majorité. Mais bon, un référendum, là, tu peux pas faire ça des années quand même. C'est quoi d'important, surtout sur une question comme l'indépendance. Donc tu peux pas dire, je fais un nouveau référendum à chaque 2 ans. Ça marche pas à un moment donné. Il faut que tu respectes la volonté des gens, sinon le référendum ne sert à rien. Il fallait donc une conjoncture pour que ça arrive. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le Brexit. Le Brexit, et oui. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que en 2016, les Britanniques ont voté à 52% pour le départ de l'Union européenne, mais les Écossais, très europhiles, eux ont voté à 62% pour un maintien dans l'Union. Et c'est surtout encore plus important pour le SNP, parce que beaucoup des arguments du camp du non en 2014 au référendum, c'était si vous quittez le Royaume-Uni, vous n'allez plus être dans l'Europe. Et là, les gens ont voté non pour rester dans l'Union européenne, et bien là, ils ont quitté l'Union européenne. Donc, il faut dire que pour le SNP, ça changeait toute la donne, et selon eux, le vote de 2014 ne valait plus grand-chose. Il faut dire que c'est vrai. C'est vrai que ça valait plus grand-chose parce que les enquêtes d'opinion l'ont montré après que le camp du oui était rendu presque majoritaire dans beaucoup d'enquêtes d'opinion en Écosse. Et là, le SNP est reparti pour une grosse quête d'indépendance. Ils ont gagné les élections parlementaires écossaises de 2021 avec comme slogan « On veut faire un référendum, on veut gagner ». C'était ça leur manifesto. Par contre, ils n'ont pas eu une majorité absolue. Ils ont eu 64 sièges à eux quand il en fallait 65 la majorité absolue. Mais avec les Verts, qui sont un autre parti indépendantiste, ils ont 72 députés, ce qui fait la plus grande majorité indépendantiste de l'histoire du Parlement. Et au niveau du vote populaire, ils ont obtenu 49% du vote populaire dans le scrutin par circonscription et 50,1% du vote populaire dans le scrutin régional, ce qui est le plus haut pour les indépendantistes et ce qui est pratiquement majoritaire. Donc là, il y a clairement un engouement pour l'indépendance. Merci au Brexit. Là. Merci au Brexit. Hein. Mais là, le problème, c'est que ce n'est plus David Cameron, le premier ministre, c'était Boris Johnson. Et Boris Johnson a donné un refus qu'il n'avait pas eu lieu en 2014. Pourquoi? Ben lui, il s'est dit, c'était une fois par génération. Vous l'avez dit en 2014, c'était la chance d'une génération de référendum, vous n'en faites plus avant un moment. Point. Fait que là, Nicola Sturgeon doit se dire, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Parce que j'aurai pas de Section 30, là. J'aurais pas le droit. J'imagine qu'il va y avoir une bataille juridique en cours. Exactement. Elle a été en Cour suprême, elle a fait un renvoi en Cour suprême et elle espère demander que si un référendum consultatif sur l'indépendance, qui n'a pas l'effet de faire l'indépendance, mais en ayant peut-être l'objectif à terme, serait légal ou serait dans les matières réservées. La Cour suprême a toujours pas répondu. Si elle perd ce combat juridique, elle dit qu'elle va faire de la prochaine élection britannique là, un de facto référendum. Bon, ça veut dire que ce serait son seul argument de campagne, l'indépendance. Mais bon, ça, c'est un peu plus ténu comme argument. C'est bien beau, on comprend un peu la position des partis politiques en Écosse, puis du leader du mouvement souverainiste, mais
qu'en est-il des Écossais, même la population en général? Est-ce qu'elle veut un autre référendum? Est-ce qu'elle veut réellement devenir indépendante? Les Écossais seront très difficiles la question. Selon l'agrégation de sondage de Politico, 47% des Écossais seraient pour le non, 44% pour le oui et 7% seraient indécis. Ceci dit, le dernier sondage en date, réalisé après la nouvelle annonce de Nicola Sturgeon, qui veut faire un référendum, elle, en 2023, là, donne le oui à 48%, le non à 47% et l'indécis à 5%. Après les partis indécis, on a un beau 50% de chaque côté. Donc, ils sont très divisés. Et fait intéressant, et ça, c'est ce qui change avec la situation au Québec, c'est que selon ce même sondage, là, 70% des jeunes de 16-34 ans ne sont pas indépendants. Ce qui est incroyablement gros et ce qui vraiment promet un bel avenir au mouvement indépendantiste, quoi qu'il en soit. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Nicolas? Je sais que tu avais fait un travail là-dessus. En fait, si je peux conclure de manière très brève, le dossier, quand on a analysé le Brexit, lors de notre travail, on a vraiment vu que c'était très divisé à travers les différentes territoires, nations et nations de la Grande-Bretagne. En Écosse, c'était de manière très claire, on voulait rester dans l'Union européenne. Et honnêtement, ce Brexit-là a donné un vent de fraîcheur au mouvement indépendantiste. Puis j'ai hâte de voir le dénouement là, de ce référendum-là. La date à surveiller, c'est? Le prochain référendum, selon Nicola Sturgeon, serait le 19 octobre 2023, mais ça dépend s'il serait légal. Là, donc, on va voir la décision de la Cour suprême là, qui va arriver bientôt. Moi, j'ai très hâte, personnellement. À suivre. Merci beaucoup, Eden, pour ton passage en studio. Merci à Marco pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous, auditeurs, auditrices. Et la semaine prochaine, on sera de retour avec vous pour un nouvel épisode des Attachés de presse sur CFAC 83. Ça part ici. Bye bye tout le monde.